les biens-là, certains ont eu à circuler. Parce que dans certains pays, il est certain qu'on a laissé faire un commerce qu'on pensait être un commerce essentiel, ou en tout cas des produits essentiels. Alors, donc, la question qu'on va poser, c'est la question de la liberté et de la compatibilité de la liberté et de la loi. Parce qu'après tout, ce sont les États qui vont prendre en fait, ces mesures-là. Or, beaucoup de philosophes ont eu, notamment par exemple Spinoza, hein, ou bien encore Rousseau, ou encore, je ne sais pas, Tocqueville. Les gens ont montré qu'il n'y a pas de liberté sans loi. Et c'est l'État qui prend les mesures précisément en fait, pour protéger les gens. Et la loi ici vise à protéger en fait les individus. À quoi sert une liberté qui nous expose à la mort? Si nous sommes libres, c'est pour pouvoir précisément en fait mourir, ou bien nous sommes libres de mourir, ou simplement en fait peut-être même de nous suicider. Mais après tout, on ne peut pas parler de liberté au-delà de la mort. Donc, s'il y a des mesures qui sont prises, c'est pour protéger en fait ces individus, pour protéger les citoyens, pour protéger en fait les personnes. Donc, de ce point de vue-là, il ne faudrait pas entendre ça nécessairement. Alors, c'est comme une restriction en fait de la liberté. C'est une manière de protéger en fait les personnes. Donc, la question philosophique qui va, et certainement que les élèves ont dû voir dans le cours, c'est la compatibilité de la loi et de la liberté. Et la loi est là pour aménager précisément en fait cette liberté. Ou bien peut-être même de poser une sorte de hiérarchie de valeurs. C'est-à-dire une sorte de... essayer de comparer entre la vie et la liberté. Qu'est-ce qui est plus important que l'autre? Est-ce qu'il faut vivre et ensuite se réclamer ultérieurement en fait la liberté? Ou bien faut-il chercher à être absolument libre, quitte à mourir? Donc, c'est à eux. Si supposons que la question est posée quelque part aux élèves, c'est à eux de trouver en fait l'argumentation et de se poser les bonnes questions. Et l'intelligence ici, c'est de trouver la bonne formulation pour poser en fait les bonnes interrogations et de trouver précisément en fait des points d'argumentation qui permettent précisément en fait de valider telle position. Je crois que c'est bien clair, M. Grano. Nous avons parlé aussi de la peur. Vous avez un peu évoqué la peur, la mort. Doit-on porter le masque autour toujours de la pandémie? Doit-on porter le masque pour protéger l'autre ou se protéger? Doit-on obéir, comme vous avez dit tout à l'heure, à la loi qui disait aux gens, comme en France actuellement, le masque est obligatoire? Est-ce que c'est par peur de la mort ou bien c'est par respect à l'autre? Faut-il porter le masque? Est-ce que nous... Alors je vais être un peu provocateur sur le plan philosophique. Nous portons tous des masques. Avant même que cette injonction à porter des masques n'ait été formulée sur le plan institutionnel. Autrement dit, les élèves ont eu appris à le faire en terminale, hein, dans le cours individu et société. Dans le cours individu et société, le professeur commence souvent par opérer une sorte de distinction conceptuelle entre individu, personne et société. Quelle est la différence? Ou bien qu'est-ce qu'une personne? Qu'est-ce qu'un individu? Qu'est-ce qu'une personne? Qu'est-ce que la société? Et quand on définit la personne, on dit souvent que ça vient de persona. Et persona, c'est précisément en fait le masque que portent les acteurs sur le plan théâtral. Et chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, porte un masque déjà. Parce qu'on répond à un nom, on répond à un prénom, on porte des habits, on porte
et peut-être certains vont se maquiller pour pouvoir se présenter à autrui. Il y a des manières de faire et on agit en fonction précisément en fait des lieux où on se trouve. C'est-à-dire que notre comportement quotidien, notre comportement dans la journée varie en fonction des espaces dans lesquels nous nous trouvons. Et de ce point de vue-là, ça veut dire que si moi je suis à l'école en train de faire mes cours, je ne me comporte pas de la même façon que si j'étais à la mosquée. Je ne me comporte pas de la même façon que si j'étais à la maison. Ou bien encore si je suis avec des amis. Donc, on se déguise, on se masque pour apparaître à l'autre. Donc, mais le masque qu'on nous impose aujourd'hui, est de notre ordre à la limite. On peut considérer que ce n'est pas une sorte de voilement de l'individu pour se voiler soi-même, mais c'est avant tout précisément en fait un instrument d'autoprotection et de protection en fait d'autrui. Donc, c'est comme mesure, ce n'est pas une sorte de voilement de la personne, mais c'est précisément en fait c'est une mesure technique. Il faut simplement d'abord voir ça comme un moyen technique pour pouvoir entraver en fait la propagation de autre chose. Donc sur le plan purement philosophique, on s'entendrait simplement pour dire que a priori déjà nous nous masquons. A priori. Ensuite, le fait qu'on utilise cet instrument-là, parce qu'on considère que c'est un outil, c'est un instrument. C'est un instrument qui peut entraver pour essayer en fait la reconnaissance, le visage de l'autre. Alors il y a un grand philosophe français qui a écrit un livre. Le philosophe s'appelle Lévinas, philosophe français du XXe siècle, de la fin du XXe, de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, Lévinas est mort au début du XXIe siècle, autrement dit vers 1910. Alors, Lévinas a écrit un grand livre qui porte sur le visage. Alors, si nous portons des masques, nous sommes un peu également dans la société de l'anonymat, dans la société de la méconnaissance en fait d'autrui. L'anonymat, ça veut dire qu'on retombe un peu en fait dans l'individualité, dans l'individu. On n'est presque plus une personne, mais on devient simplement un individu parmi d'autres, parce que précisément en fait on ne reconnaît pas en fait la personne en fait, parce qu'une personne avant tout c'est un visage. Et si le visage n'est pas là, ou bien s'il est moitié là, ça veut dire que c'est des êtres anonymes qui sont en train de se mouvoir en fait dans l'espace social. Et cet espace social-là, on a demandé à ce qu'il soit distendu. Donc, c'est des questions qui ne manquent pas de se poser et chacun peut en poser de multiples façons. Merci. Voilà, le technicien va nous gratifier d'un petit morceau du Fouladou, philosophe aussi culturel. Vous aimez la musique? Bien sûr. Traditionnelle ou moderne ou rap? Je suis un esprit universel en la matière. Ah bon? Ouais. On peut mettre du rap, de la kora? Tout. Non, pas de... tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Ouais. Ça, c'est le philosophe. L'artiste. Ok. L'artiste esthétique. Merci Mamadou Baldé de ces sons, de ces sonorités tout à fait du Gabon, la sous-région.
Nous revenons à M. Modou Kabirou Gano, micro de Théodo FM. Nous allons parler un peu d'esthétique, comme il nous a fait un peu de Cora. Nous voudrions, il y a des préoccupations des élèves qui disent que Dembaël, par exemple, est un bûcheron qui fabrique des tam-tams, des mortiers, mais il joue bien aussi du tam-tam et du tamaro. Est-ce qu'on peut distinguer Dembaël artiste ou Dembaël artisan, philosophiquement? Dembaël artisan, fabriquant des mortiers, des objets utilitaires, mais Dembaël jouant du même instrument, artiste. Est-ce qu'on peut les distinguer? Voilà. Est-ce que c'est Dembaël individu 2 ou Dembaël persona 2? Bon, c'est deux Dembaël différents. Voilà. Artisan et... Deux Dembaël différents. C'est ce que je disais tout à l'heure en parlant en fait du masque là. En parlant de la personne. La notion de personne signifie étymologiquement en fait masque. Donc si on qu'on nous impose des masques, ça veut dire au masque le masque lui-même. Donc Dembaël, bûcheron, n'est pas Dembaël l'artiste. Donc on a deux Dembaël différents. Bon, mais si on pose ces questions-là comme ça, on est dans un cas de figure qui n'est pas philosophique. On est plus dans une interprétation peut-être sociologique, économique, technique, mais pas philosophique. Le philosophe se situerait simplement, poserait la question entre la différence entre l'artiste et l'artisan. Donc, Dembaël, l'artisan, c'est celui qui fabrique des objets d'ordre utilitaire, qui fabrique des choses qui peuvent servir à quelque chose. Donc, on est plus dans l'ordre de la fabrication, on est plus dans l'ordre de la technique, donc de l'action, du pouvoir, on est dans le domaine de la pratique. On fait pour quelque chose, pour des buts essentiellement utilitaires. Alors que le Dembaël qui va se servir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va fabriquer, mais s'il fabrique son tam-tam, le tam-tam comme instrument. Alors que le fait maintenant de jouer le tam-tam lui-même qui a été déjà fabriqué, on est dans un autre édifice parce qu'on ne cherche plus maintenant à faire quelque chose d'utile. On est on n'est pas dans la fabrication, on est dans la création. Et créer, c'est différent de fabriquer. Fabriquer, on fabrique à partir d'une matière, à partir d'une matière première qui est là. C'est-à-dire que celui qui fabrique, il produit quelque chose à partir d'une matière déjà préexistante. Alors que celui qui crée, il crée à partir de lui-même, c'est-à-dire à partir de ses propres ressources. C'est comme si l'artiste était une sorte de demi-urge. C'est comme si c'était presque un dieu, parce que c'est Dieu qui crée les choses. C'est-à-dire qu'il fait advenir une chose à partir du néant, à partir de quelque chose, à partir de rien, qui fait surgir quelque chose. Et le rôle de l'artiste, ou bien en tout cas le génie de l'artiste, c'est précisément en fait de faire advenir quelque chose qui n'est pas, à partir de ce néant, à partir de lui-même, à partir de sa personnalité. Autrement dit, c'est son inspiration. C'est sa personnalité qui sécrète précisément en fait son œuvre. Ce n'est pas une matière première qui est là. Et l'œuvre qui est créée, c'est une œuvre qui est unique en son genre, qui n'est pas réplicable, qui n'est pas reproductible, qui ne ressemble en rien normalement à quelque chose d'autre. On est dans l'originalité en fait, des choses. Alors que dans la fabrication, il y a une série d'objets qui se ressemblent, qui est faite par l'artisan. C'est-à-dire on peut fabriquer l'artisan peut fabriquer des tam-tams qui se ressemblent tous, fabriquer des tables qui se ressemblent tous. Or, ce que Lalo Keba Dramé a joué,
avec le morceau de musique qui vient de passer, c'est que Lalo Keba Dramé a joué, mais personne d'autre ne pourra en fait recréer la chose. On ne peut être que dans l'ordre de l'imitation, dans l'ordre de la copie. C'est-à-dire qu'un artiste, un choriste qui va jouer en fait le morceau de Lalo Keba Dramé, il ne fera que reprendre ce que l'autre a fait. Mais il ne peut pas recréer en fait une chose qui a été déjà créée a priori. Donc, pour résumer, l'artisan fabrique quelque chose à partir d'une matière première qui est là. Et ce sont des objets utilitaires qui peuvent être réplicables n fois. Alors que l'artiste puise en lui-même son inspiration pour sécréter une œuvre dont la finalité fondamentale est précisément en fait de sécréter la beauté. Donc on fait il crée son œuvre pour la beauté. Ce n'est pas pour l'utilité quelconque. Il est certain que précisément en fait dans certaines sociétés, on a pu dire que l'art est absolument utilitaire. C'est pas un art pour l'art, mais c'est un art pour quelque chose d'autre. Par exemple, on a eu à le dire en Afrique que l'art en Afrique n'est pas un art contemplatif, quoi. C'est pas un art qui est dans l'ordre de l'idée. On crée la beauté pour la beauté elle-même. C'est une beauté qui a une certaine fonctionnalité, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que Dembaïl qui a fabriqué le tam-tam, ou bien son tambour d'aisselle, ce produit-là n'est pas considéré comme un objet d'art. Ce n'est pas un objet d'art en tant que tel, parce que sa finalité, ce n'est pas pour l'esthétique, ce n'est pas pour la beauté du tam-tam. Le tam-tam n'est pas fabriqué. Un tam-tam qui ne tam-tam pas, Oui. n'est pas un tam-tam. Donc, ça veut dire que la finalité en dernier instant, c'est-à-dire que le but pour lequel le tam-tam a été créé, c'est précisément en fait pour qu'il serve à jouer. S'il ne sert pas à jouer, il n'est pas un tam-tam. Mais on peut enjoliver en fait le tam-tam. On peut le rendre tout à fait artistique. On peut le rendre très joli. Très joli. Parce que aussi, il faut faire la distinction entre la joliesse et la beauté. Ce qui quelque chose peut être tout à fait joli sans être beau. La joliesse répond plus à des critères de forme, de finesse, etc. Mais la finalité, en dernier sens, ce n'est pas la beauté du tam-tam lui-même, quoi. Mais pour que le tam-tam... Maintenant, on peut fabriquer une série de tam-tam qui se ressemblent tous. Qui se ressemblent. Mais une œuvre d'art, en principe, elle est unique. Et ça veut dire ici que l'art africain est imitatif. Ça imite. Bon. L'art était imitation ou bien, comme on a dit, l'art africain, c'est des objets d'art, mais des objets d'art utilitaires, plus ou moins destinés à sacrer, des trucs comme ça. L'art n'est pas... Ce que les esthètes ou les esthéticiens africains, que vous preniez Abou Sila, que vous preniez Senghor, que vous preniez d'autres, on a pu dire que l'art africain d'abord c'est un art fonctionnel, c'est-à-dire qu'il sert à quelque chose. Par exemple, il peut servir à des fonctions tout à fait funéraires, à des fonctions religieuses. Mais on ne crée pas l'objet pour lui-même, mais c'est pour une utilité une fonctionnalité sociale. Donc ça veut dire qu'on peut créer un masque, c'est pour danser. On peut créer une statuette, c'est pour rendre hommage à des divinités. On peut dessiner ou bien créer une structure architecturale, mais c'est pour des fonctions déterminées. Mais c'est pas comme ça le serait ou bien ça l'a été en fait en Europe, pour la beauté, quoi. Simplement en fait c'est pour que l'objet soit contemplé ici et maintenant, quoi. Mais il faut que ça serve à quelque chose.
Je crois que nous avons fait un peu le tour des questions. Je ne sais pas si M. Gano, vous avez des conseils à donner aux élèves, ou si vous êtes prophète. Vous êtes prophète, vous pouvez sortir le sujet qui va venir en philosophie le 12 août. Je serais heureux d'entendre cela, les élèves du Fouladou. Je pense que je ne suis pas prophète. Et quand bien même, certainement, en fait, les premiers philosophes sont passés souvent comme étant en fait des prophètes. En tout cas, si vous prenez des Thalès, Parménide, Pythagore, Euclide, c'est souvent en fait des thaumaturges, c'est des grands sages qui passaient pour des prophètes. En fait, les conseils que je voudrais donner sur le plan purement peut-être pédagogique, je ne dirais pas philosophique, sur le plan que les élèves, ce qu'on leur demande, c'est de savoir poser clairement une problématique. En général, dans la plupart des disciplines qui ont été apprises par les élèves, en mathématiques, en histoire et géographie, en anglais ou dans les autres disciplines, c'est-à-dire qu'on pose des questions et ils répondent aux questions. Je suis en train de parler de quelque chose qui est très particulier à la philosophie, comme discipline scolaire, comme discipline qui s'apprend au lycée, qui s'apprend à l'école, quelque chose qui est particulier. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas nécessairement immédiatement en fait dans les autres disciplines. Alors ça veut dire quoi? Ça signifie que quand dans les autres disciplines on pose des questions aux élèves, aux candidats, on s'attend à ce qu'ils donnent des réponses. En philosophie, c'est autre chose. On pose des questions, on pose une question et généralement c'est une question tout à fait bête. C'est des questions qui sont quasiment, parfois même idiotes. Mais c'est une fausse bêtise, c'est une fausse idiotie. On pose une question, on ne demande pas à l'élève de répondre à la question. C'est clair. On ne demande pas à l'élève de répondre immédiatement à la question. Mais on demande au candidat de montrer quel est le problème qui se cache derrière la question qui est posée. Savoir faire sortir le problème. Où se trouve le problème? Un problème, par exemple, on ne l'invente pas. On n'invente pas un problème. Un problème, c'est qu'il y a une difficulté qui est là et qui est présente. Ce n'est pas parce que vous posez 1000 questions dans une introduction à une dissertation ou à un commentaire que vous aurez trouvé en fait le problème. C'est à vous de faire ressortir quelque chose de tout à fait paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction. Si vous montrez qu'il y a où se trouve la contradiction, c'est que vous avez déjà trouvé le problème. Et dès lors que vous avez trouvé la contradiction, vous pouvez esquisser les réponses possibles à cette contradiction-là, ou pour pouvoir dépasser le paradoxe. Vous esquissez les réponses possibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule réponse au problème posé. Il n'y a pas une seule solution au problème qui est posé. Plusieurs. Il y a plusieurs solutions possibles. C'est à vous de choisir parmi les solutions possibles les plus pertinentes et que vous avancez et que vous fondez, que vous validez sur la base d'une argumentation précise. Donc, le premier conseil, c'est d'abord d'identifier où se trouve le problème pour le sujet Voilà. Et le second conseil, c'est
de trouver un langage, une langue qui est tout à fait claire. La philosophie, à l'école, au Sénégal, on fait de la philosophie en français. On ne fait pas la philosophie dans une autre langue. Je vous dis par là que si c'était en poulard, on aurait fait le cours de la dissertation de philosophie en poulard. On aurait fait la philosophie en poulard. Ce n'est pas un cours de français, ce n'est pas un cours de littérature. C'est les problèmes de la vie qui sont transposés sur le plan conceptuel, sur le plan philosophique. Donc, mais là, il s'agit d'utiliser une langue très claire, de penser dans une langue et de penser clairement en fait dans une langue. Si vous parlez mal la langue dans laquelle vous réfléchissez mal. Et réfléchir mal, c'est se trouver dans un certain nombre de contradictions. C'est qu'il y ait des hiatus, des ruptures en fait dans le raisonnement et dans le maniement précisément en fait du raisonnement. Parce qu'il s'agit ici fondamentalement en fait de raisonner. Il ne s'agit pas d'autre chose en philosophie. Et généralement, c'est surtout en mathématiques où les gens connaissent en fait où parlent de raisonnement. Alors, il y a une question qui m'a été adressée, elle est la suivante. Diallo. Le développement scientifique est-il un danger en fait pour l'humanité? Bon, en réalité, la science ou le développement de la science n'est ni un danger, ni un bien, n'est ni un mal, ni un bien. C'est l'usage qu'on fait du développement de la science ou du progrès scientifique, c'est l'usage, la manière dont on se sert en fait des résultats de la science, c'est cet usage-là qui peut être un danger ou une opportunité pour l'homme. En d'autres termes, en principe, la science, en latin, ça s'appelle en fait la sapiens. C'est le même mot qui désigne aussi la sagesse. La sagesse, et quand on parle de sage, c'est pour le bien. Et quand on connaît le bien. Celui qui fait le mal, dit Platon, c'est qu'il confond le bien et le mal. Il connaît mal ce qu'il connaît. Mais celui qui connaît bien, il doit faire le bien. Et en principe, la science, elle avance pour rendre le monde plus vivable et mieux. Donc, sous ce certain rapport-là, il ne s'agit pas de la science en elle-même, c'est de l'usage qu'on fait de la science qui peut être un danger ou bien une opportunité. Voilà. Merci M. Gano. Et c'est un internaute, un Facebooker, Diallo, qui a dit, c'est la même chose, la même question sur le développement des sciences. Bon. Donc c'est la même question. Le développement technique est-il réellement dangereux en fait pour l'humanité? C'est la même chose. C'est depuis que, je dirais, comme vous, les élèves, depuis que le monde est monde, depuis que le monde est monde, c'est exactement en fait là. On peut utiliser un objet, mettons le développement de l'informatique, ça peut être bon pour soigner en fait les gens, pour pouvoir accélérer les jeux, pour gagner du temps, etc., etc. Mais on peut l'utiliser pour faire de la délinquance, quoi. On peut se servir de l'évolution, mettons le virus qui est en train de faire des ravages dans le monde. La connaissance de ce virus-là peut être un moyen pour pouvoir précisément en fait fabriquer des vaccins, ralentir en fait la propagation du virus. Mais ça peut être un moyen aussi, dès lors qu'on le connaît, et puis de le faire muter et pour que ça puisse également ressurgir sous d'autres aspects. Pour faire plus mal. Donc en dernière instance, on peut dire que il y a une certaine neutralité axiologique. Alors pour employer un langage philosophique, une neutralité axiologique, ça veut dire que la chose n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. C'est l'usage qu'on en fait qui peut être bon ou bien mauvais. Mais en principe, la science, elle est faite pour le bonheur et pour le bien en fait de l'humanité. Et la technique également, c'est du même ordre. C'est-à-dire que les prouesses techniques, les progrès techniques ont surgi parce que les gens ont rencontré des problèmes.
S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de... La technique comme la science, ce sont des solutions, des explications à des difficultés qui ont été rencontrées à tel ou tel moment en fait de cette histoire. Si vous prenez toutes les grandes découvertes, tous les progrès scientifiques depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, c'est toujours le résultat de problèmes qui se posent à l'humanité. Bachelard dit que toute science, toute théorie scientifique est une réponse en fait à des questions. Et toute invention technique est toujours en fait la solution à une problématique qui est posée. On n'invente pas, il n'y a pas de solution à un problème qui n'existe pas, quoi. Donc, que ce soit la théorie scientifique ou bien en fait les découvertes sur le plan scientifique ou bien encore l'invention sur le plan technique, tout cela participe d'une réponse à des problématiques qui se sont posées à divers moments en fait de l'histoire de l'humanité. Le philosophe a parlé. Comme vous dites que la philosophie, c'est pas répondre directement à une question, donc nous ne terminerons pas de parler. On va toujours se poser des questions, M. Gano, de la philosophie. Moi, je suis un sage. Donc le sage a dit qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Bon, en fait, je suis sage ou je suis le sage, comme dit Mme Senghor. Bon, le sage a dit, on arrête comme ça. Bon, en principe, un sage qui dit qu'il est sage n'est pas un sage, parce qu'il manque de modestie. Et la modestie est une dimension précisément en fait de la sagesse. Donc un sage qui dit qu'il est sage, a dit qu'il n'est pas modeste, donc il n'est pas sage. Et les questions, c'est la vie qui est faite de questions, quoi. Chaque fois que, chaque jour que Dieu fait, il y a toujours des problèmes, quoi. Donc c'est la vie étant indéfinie et les questions également en fait sont indéfinies. Autrement dit, c'est pas parce que aujourd'hui le père de famille a donné la dépense que demain il ne va pas la donner, quoi. Et chaque jour il va donner la dépense. Et chaque jour il faut qu'il cherche à donner la dépense, qu'il trouve des solutions pour trouver la dépense quotidienne. Et la réflexion philosophique ou bien la vie elle-même, c'est également ça. C'est-à-dire que c'est quand on meurt, Sartre dit que c'est toujours en fait on est quelqu'un quand on est mort, quoi. C'est quand on est mort qu'on dira que voilà, il a été ceci ou cela. Et la vie, mais tant qu'on est vivant, on est un projet. On a des projets, mais également en fait on a des difficultés. Et ces difficultés-là, ce sont des questions, et ces questions-là sont d'ordre philosophique. Voilà, merci. Merci, c'est le Hami du peuple Mamadou. Bon. Fidèles auditeurs de TODF1, vous venez de suivre la synthèse de M. Kabirou Gano, formateur à l'école normale supérieure, la FASTEF, chef du département de philosophie, qui a fait un peu le tour des grandes questions philosophiques, qui sont toutes importantes, il n'y a pas de petites questions. La liberté, l'art, la mort, l'individu, la société. Bref, il a prodigué des conseils aux élèves, ne pas répondre tout de suite à la question, mais toute question appelle d'autres questions. Une question n'est pas plusieurs solutions à proposer. Pour moi, je souhaite aux élèves candidats du courage. Du courage pour affronter le bac. Je crois que c'est le premier diplôme universitaire. De quand vont trouver M. Gano, certainement l'année prochaine, à la FASTEF, ils verront que ce qu'est la philosophie. Ils vont continuer à apprendre. Nous souhaitons à tous et à toutes une bonne nuit et on se retrouve demain, toujours sur les questions philosophiques à 21h. Bonsoir. À la cabine technique Mamadou Baldé et au micro Didere Baldé. Bonsoir et à demain.